Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle. Eh bien bonjour, donc pour ce nouvel épisode du podcast Chasse Patate, toujours un nom si pourri, pas besoin de commenter ceci, ça fait, je sais que vous allez le faire quand même. Si, c'est nul, bouh, à Voilà, chier. c'est la tradition désormais. Voilà, comme vous avez pu l'entendre, je suis accompagné de monsieur Jean-Baptiste. Bonjour JB. Bonjour à tous. Très bien, et également Cyril, le palois. Bonjour, de Pau, capitale du Swahili. Ouais, bien sûr, c'est connu mondialement, Pau. Enfin bref. Ouais. Donc, nouvel épisode du podcast en vue du Tour de France qui arrive. Et c'est un épisode un peu fourre-tout. C'est un petit peu le gros bordel cet épisode. À mon avis, ça va Théo, être... calme-toi un peu, hein. Voilà, ça va être un petit peu n'importe quoi. Parce que c'est un petit peu... C'est là où on a mis tous les coureurs qui ne rentraient pas dans nos catégories de sprinters, qui va avoir un podcast attitré, ou parmi les favoris, ceux qui vont jouer le classement général, qui vont avoir, eux, 2 podcasts attitrés. C'est vous dire l'importance qu'ils ont. Donc voilà, c'est un petit peu les coureurs qu'on n'abordera pas dans ces 2 autres podcasts. Du coup, on va parler à la fois des rouleurs pour le contre-la-montre inaugural, à la fois des Flandriens qui vont potentiellement jouer la gagne sur l'étape des pavés, et c'est également là qu'on va parler des punchers qui ne sont pas des grimpeurs, c'est-à-dire des punchers qui ne joueront pas le général. Donc on ne parlera pas de Rodriguez, on ne parlera pas de Valverde. Costa, Valverde, voilà. Ce seront des coureurs qu'on abordera plus tard, mais on ne pouvait pas, à la veille du Tour de France, ne pas aborder certains coureurs qui ne joueront pas le général, mais qui peuvent remporter ces étapes sur la plus grande course cycliste du monde. Donc voilà, on est parti pour aborder tous ces types de coureurs. Et également à la fin, une petite surprise, un petit peu de la science-fiction cycliste. Je vous laisse la surprise, vous verrez bien ce qu'on vous concocte. Donc voilà, on peut commencer de suite par les rouleurs, en fait, qui vont être les premiers à se mettre en évidence sur la première étape du Tour de France dans le contre-la-montre individuel de Utrecht. Voilà, d'après ce que m'a dit JB, c'est comme ça qu'on prononce. Oui, Utrecht, c'est pas Utrecht. Oui, mais Utrecht, j'ai dit Utrecht, voilà. Oui. Et qui se mettront également en évidence lors du contre-la-montre par équipe du 9e jour. Voilà, donc en fait, ils n'auront pas beaucoup d'occasions de briller, mais ils seront quand même importants, notamment ceux qui ont un leader dans leur équipe. Alors je vais très rapidement faire la liste, et derrière je vais vous interroger tous les deux, mes chers chroniqueurs, et vous allez me dire qui vous pensez va vraiment briller sur l'étape inaugurale, et qui, pour vous, peut gagner, et donc potentiellement endosser le premier maillot jaune du Tour de France 2015. Alors, j'ai sur ma liste, alors ils sont rangés dans un ordre à peu près... c'est pas du meilleur, j'ai fait dans l'ordre alphabétique des équipes en fait, donc en fait c'est pas toujours... Par exemple, je vais commencer par Patrick Gretsch, qui est clairement pas le favori pour le premier jour, mais que je tiens quand même à signaler. Patrick Gretsch, 4ème du contre-la-montre du Giro, donc c'est sa performance référence de l'année. Également Boom chez Astana, Yann Barta de la Bora Argon, qui a fait 3ème du contre-la-montre du Bayern Rundfahrt, qui était au mois de mai également. Donc Quelle course, alors là, c'est sûr que c'est... Ah mais voilà, je cite ceux qui ont fait des performances récentes, je les cite. Tony Martin, voilà, qui a remporté cette année 2 contre-la-montre, celui du Tour de l'Algarve et du Tour de Romandie, et qui fait partie des aidants favoris pour cette étape inaugurale. Tony Martin. Voilà. Je connais pas. Ah, ouais, c'est un Allemand, tu vas voir, il roule pas trop mal. Voilà. La légende dit qu'il met du papier vert sur sa selle quand il fait des contre-la-montre. C'est un psychopathe. Mallory ensuite de la Movistar, qui lui a remporté le contre-la-montre du Tour de San Luis, de Tirreno, du circuit de la Sarthe, attention, et qui a fait 4ème du contre-la-montre du tout récent Tour de Suisse, du contre-la-montre final du tout récent Tour de Suisse. Également Durbridge de Orica, qui a également Tuft dans son équipe, mais bon, c'est plus Durbridge à mon avis qui sera à suivre. Enfin, Cyril nous le dira, hein, puisque c'est lui l'expert Orica. Dumoulin, bien sûr, Tom Dumoulin de la Giant, qui a gagné le contre-la-montre du Tour du Pays Basque et très récemment les 2 contre-la-montre du Tour de Suisse. Guérin Thomas de l'Ashkai, 5ème du contre-la-montre du dernier Tour de Suisse, donc encore un qui a brillé en Suisse. Chavanel, que je cite parce qu'il faut être un peu chauvin, même si on sait que c'est un peu la pente descendante pour Sylvain. Et enfin, du côté de l'équipe Trek, Bob Jungels, qui a gagné le contre-la-montre de l'Étoile de Bessèges, qui a fait 6ème du contre-la-montre final du Tour de Suisse. Ils sont nombreux là sur la liste à avoir brillé sur le Tour de Suisse. Et également Cancellara, qui lui aussi a brillé sur le dernier contre-la-montre du Tour de Suisse, mais qui a finalement perdu face à Tom Dumoulin. Donc voilà, JB, je te laisse commencer. Qui est-ce que tu vois briller? Je pense que évidemment Cancellara va être dans l'eau, mais bon, j'ai des espoirs. Qui tu penses qui va briller sur cette étape inaugurale du Tour de France et également sur le contre-la-montre par équipe du 9e jour? Alors,
Tout d'abord sur le prologue, je sens Tom Dumoulin gagner le prologue, un prologue assez sinueux qui convient peut-être pas trop à Martin et Cancellara qui lui n'est plus le rouleur qu'on a connu. Donc je vois bien Dumoulin être le premier maillot jaune. Et après sur le contre-la-montre par équipe, je l'ai dit lors du podcast sur le parcours et je le redis aujourd'hui. Pour moi la Sky est la favorite avec quand même pas mal de rouleurs, mais aussi des gars qui peuvent envoyer le braquet lors de la dernière cote. Du coup, à mon avis, la Sky pour prendre le maillot avant la première journée de repos. Ok, très bien. Même question pour toi, Cyril. Qui est-ce que tu vas briller sur ces 2 journées contre la montre? Pour le premier contre-la-montre, le prologue, enfin, le premier contre-la-montre, plutôt. Ce n'est pas un prologue parce qu'il fait 13 km. Et, Soyons précis. comme JB, je dirais Dumoulin, Tom. Parce qu'il est en forme, parce qu'il est brillant, il est beau et tout, alors, il est chez lui. Donc, ouais. Mais après, je vais aussi mettre quelqu'un que j'aimerais voir gagner. C'est un petit Durbridge. Eh oui, je m'en doutais. Mais, je sais pas si Durbridge c'est vraiment pour lui, ce genre de contre-la-montre, mais bon, à chaque truc qu'on va parler, je dirais celui que je veux voir gagner, celui qui va gagner. Très Voilà. bien. Je suis comme ça. À mon avis, les deux vont être assez éloignés de la réalité. Hein. Mais c'est pas grave. Et ensuite, pour le contre-la-montre par équipe, il y a, j'aimerais voir gagner Orica. C'est leur spécialité. Et puis, je les vois aussi bien gagner. Parce qu'ils sont chauds, ils vont se préparer, ils n'ont pas vraiment enfin, si, à Matthews, mais bon. Ils auront moins de train à faire que les grosses équipes de sprinter comme Ethics, qui a quand même une sacrée équipe pour le contre-la-montre par équipe. Et, après, Sky, je pense que Froome aura abandonné avant le contre-la-montre par équipe. Donc, ils seront un peu, Froome aura abandonné avant le contre-la-montre par équipe. C'est bien parce que d'un podcast à un autre, tu dis totalement des trucs différents. Hein. Ah, mais Froome, j'ai envie de J'ai envie de le voir abandonner, Froome. N'importe quoi. Je rigole. Non, mais, je sais pas, Sky, ils ont quand même pas mal de grimpeurs dans l'équipe, donc, je sais pas s'ils seront vainqueurs du contre-la-montre par équipe. Ils seront pas loin, ça c'est sûr, ils vont perdre moins de temps que chez Deux Terres, par exemple, ou que Cofidis, mais, je rigole, on pas Cofidis. G2R et Cofidis ont les mêmes ambitions, hein, c'est sûr. Oh là là, putain. Je rigole. Non, mais, voilà. Je sais pas, Orica, j'espère. Et je pense, peut-être. Ok, très bien. Alors je tiens à préciser que sur le coup j'ai pas cité des coureurs comme Contador, Froome, Van Garderen et Kelderman parce que eux on va les aborder bien entendu lors du podcast sur les favoris. Donc voilà. Et puis très sincèrement, même s'ils sont des très bons rouleurs, est-ce que vous les voyez vraiment briller par rapport aux purs spécialistes? Je ne pense pas non plus. Donc moi personnellement concernant les contre-la-montre, je vois bien briller effectivement comme tout le monde Dumoulin qui est très en forme, qui est un petit peu c'est pas la révélation de l'année parce qu'on sait depuis très longtemps qu'il est très très bon sur les contre-la-montre, mais cette année il montre que entre lui et Martin, il a passé un peu déjà l'an dernier, cette année encore plus. Oui, voilà. Il progresse d'année en année. On se dit que Martin n'est plus seul au monde sur la planète contre la montre et effectivement Martin, je le vois difficilement gagner sur cette première étape. Voilà, pourquoi pas Dumoulin. Et celui que j'aimerais bien voir briller, mais un petit pari, c'est Adriano Malori qui fait quand même une super saison. C'est un petit peu mais c'est un super rouleur qui a plutôt pas mal de contre-la-montre et c'est vrai, dont on parle pas forcément beaucoup. L'attention est focalisée sur Martin et sur Dumoulin, mais Mallory il est là, il fait le job et j'aimerais bien le voir briller également. Voilà. Donc Martin, Mallory, Dumoulin et pourquoi pas Jungles pour son premier tour de France. Voilà, moi je mets. Welcome to the Jungles. Oh yeah, pas mal du tout celle-là. Voilà, donc moi je ratisse large, je cite 4 noms comme ça, j'ai plus de chances de remporter le gros lot. Et pour le contre-la-montre par équipe, voilà, alors je pense que vous avez Sky, oui, pourquoi pas, Orica, pourquoi pas. Moi je fais attention à BMC, j'ai déjà dit sur le podcast sur le parcours que je vois pourquoi pas bien se débrouiller également. Donc voilà, je pense que de ce côté-là. Movistar aussi, surtout s'ils ont Mallory, à mon avis, ils vont pouvoir bien limiter la casse. Ouais, mais ils ont aussi pas mal de grimpeurs Movistar qui vont un petit peu, à mon avis, leur empêcher d'aller très vite non plus. Ils ont des bonnes individualités contre la montre, mais ils ont aussi des purs grimpeurs qui c'est pas trop leur tasse de thé, quoi. Ou avant le jour de repos, les grimpeurs peuvent déjà essayer de se mettre à fond ils pourront se reposer le lendemain. Donc à voir.
Ouais. Bah, en même temps, bien se placer, pourquoi pas, mais je les vois pas quand même favoris de cette Oui, étape-là. non, je pense pas non plus, mais... Ouais, pourquoi pas. En tout cas, Quintana risque de pas trop perdre de temps vu l'équipe qu'il a autour de lui, effectivement. Donc, je pense qu'on peut tout de suite enchaîner avec les favoris pour l'étape 4 des pavés. Alors, là encore, on va mettre de côté les Flandriens, entre guillemets, sprinters. Des gens comme Degenkolb, comme Christophe, comme Sagan, comme Hagen, voire Desmar. Parce que, déjà parce qu'on va les aborder lors du podcast sur les sprinters. Et ensuite parce que c'est sans doute des mecs qu'on verra se mettre en évidence si ça se termine en petits groupes ou voilà. Là, disons qu'on va émettre l'hypothèse que ça se termine entre vraiment costauds avec vraiment un tout petit groupe ou même en solitaire. Et je vais donc vous citer les potentiels les mecs à suivre pour ce genre de scénario. Il y en a quand même une petite flopée. On voit qu'avec l'arrivée des pavés, le Tour de France attire de plus en plus de Flandriens. Donc il y a Boom, équipier de Nibali, chez Astana. Il y a Van Avermaet et Os, ils sont deux du côté de la BMC. Attention également parce qu'ils ont Van Garderen à protéger. Il y a Stibar également, qui est dans la même équipe que Uran, mais reste à savoir s'il le protégera. Là est la grande question, hein. On connaît les choix tactiques un peu bizarres de Etix. La Danius également qui sera peut-être là. Le ballon. Voilà. Qui sera peut-être là. Alors là encore, là pour l'instant la sélection FDJ elle est étendue, c'est une sélection étendue, je crois qu'il y a une douzaine de noms, donc pour l'instant la Danius est dedans, reste à savoir s'il y restera. Mais là encore, lui aussi, il aura un équipier, enfin un leader, pardon, le contraire. Un leader à surveiller, ce sera Pinot. Pozzato également sera là pour la Lamprey, également à surveiller parce que il y a Costa dans l'équipe Lamprey, donc peut-être qu'il sera tenu en laisse un petit peu et qu'il devra s'occuper de son leader portugais. Langeveld du côté de Cannondale. Langeveld, pas Langeveld. Ok. Pas Joséphine Lange Gardien. Hein. Langeveld, très bien. Langeveld, qui lui a Talansky dans son équipe. Il a également Ejdal et Dan Martin. Il a pas mal de grimpeurs et de potentiels leaders à ses côtés. À savoir s'il jouera sa carte. Je vous poserai la question dans quelques secondes. Van Mark, du côté de l'Auto Jumbo, équipier de Kelderman, de Gesink, de Kruijswijk. Et là encore, beaucoup de leaders potentiels à cette équipe. Et donc potentiellement beaucoup de mecs qu'il devra protéger, Van Mark. Mais bon, on a bien vu l'année dernière qu'il en a un peu rien à foutre de ses leaders. Oui, c'est ça, voilà. Voilà. Leader ou pas leader, il y va. Hein. Du côté de la Trek, Cancellara. Et de Volder. Voilà, alors, JB souhaite absolument que je cite De Volder, mais disons que entre De Volder et Cancellara, s'il y en a un des deux que je dois citer, c'est forcément Cancellara. Puis certes, mais citer les deux, c'est encore mieux. Eh ben oui, très bien. Mais Cancellara, et qui a comme leader Mollema. Donc JB, je pense, va nous exposer sa théorie sur le scénario qui va se passer dans cette 4e étape, donc je te laisserai parler. Et enfin, attends, juste avant que je te laisse parler, le dernier coureur que j'ai oublié de citer, c'est Geraint Thomas de la Sky, qui aura Froome comme leader. Donc peut-être, même très certainement, un Thomas qui sera un petit peu, qui jouera pas tellement sa carte. Enfin bon, je vous pose désormais la question. JB, qu'est-ce que tu penses du scénario de cette étape 4 entre Serein et Cambrai, avec 6 secteurs pavés dans le final? Cancellara va gagner et prendre le maillot. Voilà, donc déjà je le dis. Car déjà pour Mollema, il y aura De Volder, mais aussi Jungels qui est pas trop mauvais sur les pavés. Hein. Il fait pas partie des meilleurs, c'est pas un Flandrien pur, mais si je me souviens bien, il a gagné Paris-Roubaix Junior. Donc c'est pas le plus mauvais du peloton. Il pourra effectivement. Bon, même si Paris-Roubaix Junior, voilà quoi. Oui, certes, mais bon, c'est déjà quelque chose, quoi. Enfin, il a quelques légères références. Popovic a gagné 2 fois Paris-Roubaix Espoir, je crois, 1 ou 2 fois. Popovic, c'est un bon équipier sur les pavés, hein, donc. Oui, ça a jamais été, ouais. En équipier, c'est pas mal, quoi. C'est mieux que rien. Bref. Et donc, à mon avis, bon, déjà, Von Mark, alors là, que ce soit Gesink, Kelderman, Kruijswijk ou Intendam, il va s'en foutre, il va tracer direct pour aller gagner, surtout si Cancellara part. Et après, pour la BMC aussi, ça va être le même scénario que pour la Trek, avec, à mon avis, Van Avermaet qui va partir et Os qui va rester près de Van Garderen. Donc, Van Avermaet va terminer 2e de l'étape, bien évidemment. Comme d'habitude. Voilà. À mon avis, Boom va partir aussi, surtout si Nibali sera aussi bien sur les pavés que l'an dernier. Et avec Fuglsang, je pense qu'il peut se débrouiller tout seul. Donc Boom aura l'autorisation de partir aussi. Badaboum. J'enchaîne. Oui, on n'a rien entendu. Stibar, voilà, c'est éthique. Même s'il doit rester, à mon avis, l'appel de la ligne sera trop fort, il partira aussi. Et après, il reste un gars on démarre, on l'a pas cité, mais le Danius, s'il est là, à mon avis, il va surtout aider Pinot, ou s'il part, à mon avis, il va se faire trancher la tête le soir par Marc Madio.
Ah oui, il y a des chances. Hein. Et voilà, Pozzato, à mon avis, restera avec Costa. Du coup, on aura quand même une étape avec quelques bons Flandriens qui pourront se faire la bourre et décider finalement de la victoire. Et donc, mon petit prono, victoire de Cancellara et Cancellara qui prend le maillot. Ok, très bien. Cyril, qu'est-ce que tu penses de En cette fait, étape? vous avez oublié le mec dans tes pronostics. Le favori de l'étape, pour moi. Vas-y. Je sens la vanne. C'est pas une vanne, c'est un gars qui a brillé sur Paris-Roubaix, qui a fini 6e de Paris-Roubaix, qui a fini 7e, je crois, de l'étape des pavés de l'an dernier. C'est bien ça, je crois. Il entretient le suspense, c'est beau, vas-y. Ouais. C'est un Belge, il s'appelle Jens Keukeler. Ah. Il est Shurikagenedge, donc il a un bonus nationalité. Un bonus nationalité. Il a un bonus Swan plutôt. Du coup, je pense, non, il gagnera peut-être pas, mais peut-être qu'on le verra un peu. Ça finit. C'est vrai qu'il pourra qu'il pourra être à l'avant, il se battra vu qu'il a personne à protéger. Il a pas chance à protéger, donc. Voilà. Et puis en plus, il a une pointe de vitesse, donc il peut faire la nique à un petit groupe. Non, mais sinon, je pense que, hormis les sprinters, même si quoi, j'aurais quand même tendance à dire que Degenkolb va faire le doublé. Parce que Degenkolb est monstrueux cette année, et là, il aura pas de Kittel ou quoi, il sera libre comme l'air. Là encore, on ne le sait pas. Hein. Ça fait 2 podcasts que tu dis qu'il aura pas Kittel. Kittel donne sa réponse dans quelques jours. Donc, au moment où on enregistre ce podcast, nous ne sommes pas au courant si Kittel ou pas fait le tour. Mais Kittel, même s'il est là, il est pavé, c'est pas vraiment son dada. Oui. Du coup, ouais, après c'est compliqué parce qu'il y a aussi beaucoup de mecs qui ont des équipiers, enfin qui doivent être équipiers en même temps leader sur les pavés, on sait pas trop pourquoi ils sont là. Alors je me disais plutôt des mecs qui sont vraiment qui ont carte blanche. Ok. Bon, ben moi, en ce qui me concerne, je pense également que déjà, je pense qu'il y a un coureur comme Thomas va rester aux côtés de Froome, ça c'est certain. Lui, ça va être l'équipier parfait. Je pense que voilà, il y a également des mecs comme Ladanus, il fait le tour. Des mecs comme en effet aux côtés de Van Garderen, des mecs comme Haas. Je pense que même Boom vient de changer d'équipe. Je suis pas sûr qu'on lui laisse justement tellement de liberté. On sait que Nibali peut faire des écarts sur les pavés. Il l'a montré l'année dernière qu'il était à l'aise sur ce genre de truc. Et justement, Boom peut le tirer encore plus efficacement que Fuglsang. Donc pourquoi pas voir Boom rester aux côtés de Nibali pour justement faire encore la différence sur ces pavés. Donc voilà. Mais voilà. Et puis je pense à un mec comme Stibar, pourquoi pas. Pour moi, je le vois bien avec la stratégie de Ethics, il est sûr et certain qu'il va pas attendre Oran, hein, c'est clair et net. Je le vois bien attaquer dans le final et essayer d'aller jouer l'étape. Mais sinon, un petit peu comme Cyril, voilà, il y a tous les mecs qu'on n'a pas cités parce qu'on va les citer dans le podcast sur les sprinters, mais il y a quand même certains clients, Degenkolb, Christophe Sagan, ça peut pourquoi pas se terminer dans un sprint un petit peu à comité réduit avec 20-30 coureurs, un truc comme ça. Et parmi ces 20-30 coureurs, on risque d'avoir peut-être pourquoi pas un beau duel ou en tout cas une belle lutte entre ces 2-3 coureurs là, Degenkolb, Christophe, Sagan, qui sont pour moi des mecs qui passent très très bien les pavés, qui ont une super pointe de vitesse, et donc qui n'ont aucune raison d'attaquer, sauf s'ils voient bien entendu l'étape leur échapper, mais sinon je les vois bien attendre le sprint là, pourquoi pas une étape contrôlée par leurs équipiers pour qu'ils gagnent au sprint au final quoi. N'oublions pas aussi que Kwiatkowski, qui lui est certainement le meilleur grimpeur des pavés. Enfin, je pense que vous avez compris. Enfin, celui qui sache le mieux grimper, mais qui est aussi le plus fort grimpeur en pavé. Donc, du coup, il pourra essayer d'attaquer. Alors, tu le vois attaquer ou tu le vois rester aux côtés de Uran pour que Stibar puisse s'échapper? Non, je vois attaquer avec Stibar, tout simplement. Ah oui, alors ou presque un bon coup tactique de Ethics. Tu tentes. Oui, bon, à part que ça laisserait Uran sur le monde, hein, mais bon. Ouais, non mais du coup, on partirait avec Kwiatkowski comme leader. Je ne sais pas. Pourquoi pas, enfin, Kwiatkowski tiendra pas le Tour de France, mais bon, on le verra pour les gars. Oui, après en haute montagne, je pense, surtout avec les nombres d'arrivées au sommet hallucinants, mais bon, voilà. Et bien d'ailleurs, magnifique, tu viens de parler de Kwiatkowski, ça nous fait une parfaite transition, parce que après donc les rouleurs, après les Flandriens, on peut parler des punchers, et Kwiatkowski fait d'ailleurs partie de cette liste de punchers. Alors là encore, on va pas parler de coureurs comme Valverde, comme Kreuziger, Cuesta, etc., qui sont des coureurs qui sont des punchers, mais qui sont également des très bons grimpeurs et qui donc vont pouvoir jouer général et qu'on abordera lors du podcast qui sera réservé aux coureurs qui vont jouer général. Donc là, on va parler un petit peu mais du reste, quoi. Un petit peu les fonds de tiroir. Donc des mecs comme Kwiatkowski, qui n'a rien fait depuis les Ardennaises, voilà, qui a participé au Tour de Suisse, mais qui ne s'est pas montré. Il a juste, on l'a vu parce qu'il avait le maillot de champion du monde, mais sinon on ne savait même pas qu'il était là. Un mec comme Van Avermaet également,
qu'on vient de citer du côté des Flandriens, mais qui est également un très bon puncher, et qui a fait 3e de l'étape 4 du Tour de Suisse, donc il s'est montré récemment. Un mec également comme Vichot, hein, bon, je le cite, mais parce que voilà, il faut le citer, même si à mon avis, bon, cette année il a fait 12e de Paris-Nice cette année. Bon voilà, Ouais, mais Super. c'est pas ridicule, mais c'est clair et net qu'il est pas dans la même année que l'année dernière. On a également Galopin, qui a fait 4e de l'étape 6 du Dauphiné, et qui est potentiellement un beau vainqueur d'étape français sur ce tour. Il a vraiment pris une autre dimension depuis sa victoire sur le Tour de France, tout simplement. Ensuite, nous avons dans la même équipe que Galopin potentiellement Wellens également. Oui. Même si j'ai pas vraiment de performance à dire sur lui depuis quelques temps. Si, Wellens, il avait attaqué sur la Flèche Wallonne, c'était le premier qui avait attaqué dans le mur d'Uy. Oui, mais récente. Techniquement, c'est pas la meilleure chose à faire. Mais c'est quelqu'un qui attaque beaucoup, c'est un gros baroudeur qui s'est bien grimpé aussi, donc Oui, non, mais il sera là pour les échapper, voire même pour le maillot à points. Il a fait 10e à Paris-Nice. Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est des performances récentes. Mais oui, effectivement, voilà. Et enfin, dernier puncher à citer, Simon Gerrans, hein, l'ami intime de Cyril. 5e de la première étape du Dauphiné, donc qui revient bien après un début de saison vraiment galère. Il était sur le Giro, donc il double le Giro Tour. Et en début de saison, donc 2 chutes coup sur coup qui lui ont fait complètement rater les Ardennaises. Enfin, il a participé, mais complètement dedans. D'ailleurs, il a chuté également il a 2 fois sur l'Èche-Bastogne. Enfin, c'est début de saison galère à oublier. Et là, il est de retour sur le Tour pour jouer un mauvais tour hein, à ses adversaires. Donc, qu'est-ce que vous pensez des punchers? On sait, après avoir évoqué le parcours, qu'il y en a un certain JB qui parie sur Valverde dès qu'il a la possibilité de le faire. Ah, mais Valverde, cette année, c'est le meilleur puncher. Hein, ah oui, mais c'est clair et net, c'est clair et net. Ardennaises. Donc voilà, est-ce que vous voyez, outre Valverde, outre Rodriguez également, est-ce que vous voyez, parmi la liste que je viens de vous donner, des punchers briller sur les arrivées à Huy, au mur de Bretagne? Cyril, vas-y. Merci Cyril de ton intervention. Bon, du coup, on va passer à C'est mon micro, c'est mon micro. Ah d'accord, bon, vas-y. Deuxième chance. Saisis-la. Du coup, oui, il y a des punchers hors Valverde et Purito. Mais hors Valverde et Purito, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Des bons punchers que je vois briller. Est-ce qu'il n'y a pas Gilbert? Molema. Molema, c'est pas un puncher. À la base, c'est un puncher. C'est quand même un bon puncher, Molema. Disons qu'il a du punch, mais c'est plus vraiment un puncher. D'accord, merci. Ok, j'ai l'impression que t'en as rien à foutre des punchers. J'aime pas les punchers, moi j'aime pas les punchers, c'est des PD, je préfère Sprinter. Van Avermaet, Katowski, Gerrans, non, tu veux pas, même pas Gerrans, ton chouchou? Mais Garant, c'est pas, il va pas puncher, il va, c'est pas son truc, je crois, d'arriver vraiment en haut d'une bosse, il lui faut un peu de plat, une bosse, et ensuite un peu de plat pour griller tout le monde au sprint. Enfin, il a quand même gagné Liège-Bastogne-Liège, hein, c'était pas, Ouais, mais il y a un c'est peu pas de le plat. parcours le plus plat du monde, hein. Ouais, mais cette année, il y avait Peter Winning, son grand équipier, qui roulait pour lui. D'accord, bon, maintenant que Cyril fait l'amour avec son micro, je vais donc passer à JB, qui j'espère sera plus pertinent que Cyril, là, qui sur le coup a boycotté cette question. Non mais je pense que Gerrans et Kwiatkowski ne vont pas vraiment peser sur les arrivées un peu de puncher. Gerrans, à mon avis, il va faire une petite saison blanche. Bon, c'est pas grave, hein, il y en a une de temps en temps. Kwiatkowski, le poids du maillot de champion du monde, on sait à chaque fois sur le Tour de France, ça donne encore un surplus de pression. Donc du coup, à mon avis, il sera un peu aux abonnés absents, quitte pour lui à prendre les échappées dans la dernière semaine. Du coup, comme puncher, à part les gros favoris que sont Valverde et aussi Rodriguez, il y a pas grand monde qui pourra tenter de gagner les étapes de punch. Peut-être Galopin. Galopin, à mon avis, c'est sa meilleure chance française pour les punchers. Et derrière, ça se bouscule pas trop au portillon. Exactement, merci. Tu m'as coupé l'herbe sur le pied. Et du coup, voilà, enfin, il y a pas. Elle est pas facile la question. Peut-être Sergio Henao, s'il a l'autorisation de Froome de partir, qui pourra tenter de. Ah oui, pourquoi pas, je l'ai pas cité. Quelques étapes, ouais. pourquoi pas Henao, mais derrière, voilà. Asso a mis beaucoup d'étapes pour puncher, mais les punchers, apparemment, sur les débuts de startis qu'on a, ne sont pas venus en masse.
C'est Daniel Martin qu'on a oublié peut-être. Ah oui, Oui, mais Daniel c'est à Martin. voir. Ouais, Je sais c'est pas vrai. trop si c'est le leader ou pas. Non, oui, mais Daniel Martin, c'est un mec sur lequel on va parler quand on va aborder le favori. Mais effectivement, voilà, Martin, Rodriguez, Costa, Valverde, voire Molemas, c'est des mecs qu'on va aborder plus tard. Mais c'est effectivement sans doute aussi les mecs qui se montreront le plus sur ce genre d'étape. J'ai envie de rajouter parmi ceux que j'ai cités, moi, Van Avermaet, qui, comme d'habitude, après avoir fait un podium sur les pavés, va faire la même chose sur les étapes comme ça qui vont arriver au sommet. Peut-être pas qu'ils vont arriver au sommet, mais sur les étapes, peut-être pas sur le mur de Huy, mais sur l'étape du mur de Bretagne, je le vois bien. Au Havre. Voilà, au Havre et au mur de Bretagne, voilà, sur le podium, encore une fois, faire la tradition, hein, une placette mais jamais gagnant. Et en effet, Katowski, voilà, il va être lourd à porter, son maillot de champion du monde. Il va peut-être avoir beaucoup moins de liberté que lors des précédents Tours de France auquel il a participé. Donc ça va être dur pour lui de gagner une étape. Mais ouais, et Galopin, par contre, je suis d'accord avec toi que c'est un des gros espoirs français. Mais Galopin, j'ai du mal à le voir gagner. Gagner, Vrai- non, gagner, Non, mais je pense pas, mais être placé. Non mais gagner il le peut, mais je le vois pas gagner en fait face à un peloton. Pour moi, pour qu'il gagne, parce qu'en fait il a beau avoir une bonne pointe de vitesse, il y a toujours des mecs qui sont plus rapides que lui, un mec comme Katowski, un mec comme Guérand, un mec comme Valverde. Donc je le vois, Rodriguez aussi. voilà, il peut voilà très bien se placer, mais s'il arrive dans un groupe Galopin, j'ai du mal à le voir gagnant. Si c'est un groupe de leaders en tout cas, c'est pour ça que je miserais plus sur lui sur une victoire en échappée ou quelque chose comme ça, où justement il réglerait soit un groupe avec des coureurs moins forts, soit il finirait même tout seul. Mais Galopin, oui, pourquoi pas victorieux, mais peut-être pas sur ces étapes-là. Sinon, j'ai une remarque sur Van Avermaet. Vas-y. C'est un puncher, mais je vois un peu ses résultats là. Il a sur le comment ça s'appelle la Flèche Wallonne, il a jamais brillé. Il a quasiment même jamais fait parce que c'est trop dur pour lui, je pense. Surtout, C'est il sort des Flandriens à ce moment-là, donc du coup là. non, en général, il fait l'Amstel où il est pas mauvais. Oui, voilà, il fait l'Amstel, mais après il arrête, il coupe. Voilà. Parce que après son pic de forme, il est énorme du coup, s'il enchaîne Flandrien Ardennaise. C'est vrai, mais aussi il y a le truc que l'Amstel, c'est quand même c'est l'Ardennaise la plus c'est le avec les moins grosses montées comparé aux autres, le mur de Huy et la flèche quoi. Et Liège-Bastogne-Liège où t'as des montées quand même plus longues. Et du coup, ouais, c'est différent derrière nous. Ouais, certes, il a peut-être pas forcément brillé outre mesure sur ce genre de truc, mais on sait quand même qu'il a le talent pour les gagner, parce qu'à chaque fois, il se place quand même, pas forcément sur les Ardennaises en soi, mais sur les étapes du genre que celles qu'ils vont avoir affronté avec des arrivées en boss et tout. Voilà, il se place pas sur les courses de référence du genre, mais sur les étapes, on le voit à chaque fois, quoi. Peut-être un mur de Bretagne, je le vois, mais sinon, mur de Huy, je le vois pas. À Mende, je le vois pas non plus. Oui, non, donc, mur de Huy, ouais, comme je l'ai dit, c'est trop raide, c'est vraiment que de la montée. Ouais, mais mur de Bretagne, au Havre également, ouais, effectivement, c'est sur voilà. d'étapes qui lui correspondent. Ouais. Voilà. Ok, bon ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors juste la mini catégorie parce que j'ai pas beaucoup de noms parce que c'est les grimpeurs en fait, sauf que dans les grimpeurs on va retrouver que des mecs qui vont jouer général donc on va aborder plus tard. Mais j'ai quand même deux noms à citer qui sont des mecs qui on va être d'accord ne vont pas jouer le général du tout, mais qui risquent de jouer les échappés et qui peuvent potentiellement gagner une victoire ou deux là sur des grands raids solitaires. Alors je pense à Navarro de la Cofidis qui a baissé de niveau pas depuis son transfert, il a fait une bonne année chez Cofidis, mais on sent que c'est la fin de carrière pour lui quand même. Cette année, il a fait 16e du Dauphiné. Et le deuxième nom que j'avais cité, c'est, alors, attention pour la prononciation, un coureur de la NTN, Meintjes, très bien. En plus, j'aime bien ce coureur, mais j'ai du mal à prononcer, qui fait une très très grosse saison, mais qui se révèle cette saison, 6e du Tour de Mans, premier du Copier Bartali, semaine Copier Bartali, 8e du Trentin, et très récemment, il a fait 3e d'une étape du Dauphiné. Il a même fait 6e également d'une autre étape du Dauphiné. Donc en fait, il s'est montré sur le Dauphiné, même s'il n'était pas là au général, parce que il manque de régularité, ce qui fait qu'automatiquement, il gère pour le général, et qu'on n'en parlera pas lors du podcast à suivre. Donc voilà, deux noms. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire dessus? Ah ben oui, ils vont certainement essayer de jouer le maillot à points. À la Cofidis, c'est aussi Maté qu'on voit souvent dans les échappées. Ouais, Lui aussi va essayer de se placer pour le maillot à poids. Mais oui, mais Meintjes, c'est un des favoris pour le maillot à poids si jamais il décide de le jouer. Mais bon, ça paraît la meilleure chose qu'il a à faire. Ouais, on peut d'ailleurs sur Maté, on peut parier sur combien de fois Thierry Adam précisera au spectateur qu'il a une petite tresse, parce que il fait une fixette sur la tresse de Maté, c'est un truc de ouf. Dès qu'il cite son nom, il dit qu'il a une tresse, Maté. C'est une des nombreuses fixettes de Thierry Adam avec aussi les lieux de naissance des coureurs. Exactement, voilà. Cyril, quelque chose à dire? L'Andalou Maté.
D'accord, en fait, t'as rien à dire. Mais c'est pas mal de mettre. Non, non, non. Voilà. Non, Manchester, j'aimerais bien le voir briller parce que il est jeune, il est africain du Sud, il est dans une belle équipe. Sud-africain. Ouais. Il est aussi africain du Sud parce que techniquement l'Afrique du Sud est au sud de l'Afrique. Oui, Aussi. complètement con, ce que Oh, il t'a détruit là. Bouh. Allez. Bref, non, mais il y a lui et après le Navarro, je pense qu'il va essayer de jouer général et qu'il va se planter, donc il sera dans les échappées, mais il va faire de la merde comme l'an dernier. Ok, très Voilà, bien. Je suis positif. Et moi je vais rien dire parce que Manchester arrive dans le cyclisme science-fiction qu'on va vous sortir tout de suite là. Ça aura été un épisode relativement court parce que, soyons honnêtes, il n'y avait pas grand chose à dire non plus. On va pouvoir donc faire la dernière partie du podcast. Cyclisme science-fiction, c'est-à-dire concept. On va tous les trois citer 2 ou 3 coureurs que l'on pense vont gagner une étape en tant que baroudeur. Bah voilà, on sait que il y a toujours des étapes qui sourissent, qui sont pour les échappés, qui sourissent. C'est n'importe quoi ça. Souris. Voilà, qui sont pour les coureurs qui s'échappent très tôt dans les étapes, donc les baroudeurs. Et par tour, il y en a quoi? Il y en a 3, il y en a 4, il y a un truc comme ça à peu près, 4-5 étapes qui terminent comme ceci. Et ben voilà, chacun va citer 2 ou 3 noms et on va prier pour que ce soit les bons. Pas besoin d'argumenter, sauf si bien entendu vous le voulez. Alors moi, ça va être impossible d'argumenter sur les noms que je vais dire. Hein. Eh ben vas-y, alors fais-nous rêver, j'y vais avec tes noms qui vont faire tes noms ronflants. Alors, on va commencer par le grand espoir du cyclisme allemand, Dominique Neers. Ah oui, mais oui, bien sûr. Pour l'équipe Bora, après aussi à la Tinkoff, Michael Valgren. Alors là, tu peux plus déjà délayer parce que Valgren, c'est quand même c'est un grand espoir du cyclisme quand même. Oui, mais il est jeune en plus. Et le dernier, j'arrive même à m'en souvenir, mais j'avais dit... ah oui, évidemment, Ayam, Oui. Matthias Brandl, le meilleur coureur autrichien, je crois qu'on peut dire, voilà, sans conteste, quoi. Avec Marco Haller. Ah, Marco Haller, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, ces trois-là, donc très très Europe du Nord, mon prono, enfin Europe du Centre, Europe du Nord. Donc la ligne Danemark, Allemagne, Autriche. Et voilà. la fameuse ligne. Ah, c'est Ça, ça, tu me dis ça, voilà. Oh là là. Ben ouais, pas mal tes noms. Et Valgren quand même, futur, à mon avis, très très bon coureur et qui a déjà montré qu'il était un bon petit puncher avec un tempérament d'attaquant. Donc ouais, c'est presque réaliste le pronostic sur Valgren quoi. que sur Valgren, hein. Ok. Cyril, de ton côté, est-ce que tu sors de la ligne Suisse-Autriche là, la fameuse? Oui, Non, d'Allemagne, Allemagne, Autriche. Ah ouais, voilà. Je sors de cette ligne qui me rappelle les mauvais souvenirs de l'histoire. Exactement, c'est tout à fait. Donc vas-y. Moi déjà il y a la légende, un homme qui a gagné beaucoup de fois au Tour de France, Tarmaï. un Français, il a un gros nez, un très grand nez, Ah. il s'appelle Pierrick Fedrigo. Ouais, ça aurait pu être Jérôme Pinault aussi, hein. C'est tendancieux. Il y en a plusieurs des Français qui ont des grenets, quoi. Ah, mais il fait pas le tour, Jean Pino. Ouais, ouais. Et puis Pierrick Fedrigo, c'est quand même Ah, bah, oui. c'est un coureur qui a du flair. Ah, n'importe quoi. Et qui peut fumer sous la douche, bien sûr. Bref. Ouais. Je crois en lui pour une étape, je sais pas quelle étape, une étape pour baroudeur. Ça serait un bon plan L'étape pour de- Bretagne, quoi. Une étape de transition, quoi, parce que il avait déjà gagné à Pau, une étape de transition il y a 2-3 ans. Où Ouais. il est à la barbe de ses compagnons d'échappée. Ensuite, je vais m'intéresser aux équipes qui n'ont pas de leader ni pour le sprint, ni pour les punchers, ni pour les équipes qui servent pas à grand chose, quoi. Ouais, les Il faut équipes, bien que- oui, les équipes de merde, quoi, tu veux dire. Du coup, je me dirige vers, non, c'est pas vrai. Salope. Vers Orica. Tu verras, Aurica. Vers, Bora. Orica, ils ont personne, ni pour le général, pour les sprints, Matthews, Spence Winter. Et Écoute, pour le punch, à la limite. Tu verras en 2019, 2020. Ah ben, moi, je m'intéresse au Tour 2015, hein. Bon, Du vas-y, coup, cite ton coureur. Chez Bora Aragon, c'est quand même une équipe, pas très brillante, disons. À part Sam Bennett au sprint. Yann Barta, quand même. Oh. Le rouleur aussi, ouais. Ouais. J'ai même rien à dire sur eux, en fait, ils sont pas assez bons. Et du coup, j'ai MTN, il y a le Merawi Kudus. Kudus, d'accord, ok. Et en fait, t'as parlé Et de... le Benjamin, je crois, du Tour de France. Hein. Voilà, Ah. en général, les Benjamins brillent. D'accord. Merci pour ton pronostic. Non, mais c'est pas faux. Et Van Poppel avait brillé. Il a fait Danny Van Poppel avait brillé il y a pas longtemps. Donc ouais, bon, Non, en en temps. fait, c'est pas vrai, les Benjamins brillent pas trop, mais
Van Poppel avait brillé, alors c'était le Benjamin du Tour il y a 2 ans, il me semble. Mais c'est vrai. Et ensuite, j'ai un dernier nom, c'est Adam Hansen. C'est un coureur qui est atypique parce qu'il court plein de tours de suite, il s'arrête jamais. En plus, c'est un coureur qui est sympathique et qui gagne. Il sait gagner. C'est pas un coureur c'est pas un clown en fait. Même s'il fait clown, c'est pas un clown intrinsèquement. C'est un bon coureur. Ouais, il s'est gagné, à mon avis, ça fait pas mal de temps qu'il est... Voilà, Ouais. pour son 53e grand tour d'affilée, faut le dire, hein, quand même. Je me demande, je crois qu'il a gagné dans l'an dernier. Depuis 1980, il fait que les tours, en fait. Hein, C'est ça. Donc je résume, en scène, qui c'est que t'as dit après? Federico et Kudus. Ok, très. En fait, t'as parlé de Bora pour rien dire. Hein. T'as pas En cité fait, Bora. c'est ça. j'ai réfléchi, mais je me suis dit, en fait, je sais même pas pourquoi je suis en Tour de France. C'était vous. Je me suis posé la même question, mais bon, c'est pas très grave. Bon, il ne reste plus que moi. Alors moi, je vais vous surprendre avec qui? Avec tout d'abord un cours. Attends, j'ai oublié mes coureurs en fait. Alors si. Tout d'abord, Mentres. Voilà, parce qu'on l'a cité juste au-dessus, mais pour moi, Mentres gagne une étape. Menkies, pas Mentres. Oh putain, mais ouais, je sais pas comment on dit. Je Menties. confonds avec la 13 de Maté, ça. Ouais, ça doit être ça. Donc Menties de la MTN, qui lui n'est pas vraiment un inconnu, qui a montré que cette année il était très bon. Donc moi je le vois bien gagner une étape, notamment une étape de montagne en échappée. Donc pourquoi pas. Ensuite pour le reste, j'ai Sven Tuft que je vois bien briller également avec Orica, pourquoi pas sur une échappée. Voilà, il le mérite, Sven Tuft. Et puis rouleur comme il est, je le vois bien larguer ses échappées derrière sa, et ses compagnons ne s'entendent pas, et il gagne en filant tout droit sur le plat. Et ensuite, je vois également briller Caruso de la Katusha. Alors lui, c'est pas non plus un peintre notamment, hein, pas comme Kudus ou qui fait un peintre. Disons qu'il a plus de références que certains coureurs que vous avez cités. Donc voilà, je le vois bien griller. Profiter pourquoi pas soit de l'attentisme, je parle comme Jamel Debbouze, de l'attentisme des favoris sur potentiellement une étape pour puncher, pourquoi pas, Caruso, ou même s'immiscer dans une échappée et aller griller la politesse à ses compagnons parce que c'est également un très bon puncher. Et parce qu'il faut terminer avec un mec improbable de la Cannondale, Dylan Van Baarle, le Hollandais, que je vois bien avec sa bonne petite pointe de vitesse, ben voilà, régler une petite échappée, aussi improbable que ça puisse paraître, voilà. Donc voilà, Van Baarle, Menties, Tuft et Caruso, Giampaolo, hein, pas Damiano, hein. Giampaolo, le mec de la Katusha. Voilà. Eh bien, quelque chose à rajouter ou je pense qu'on a fait à peu près le tour. Non? Oui? Non? Sven Bah, Tuft. c'est bon. Sven Tuft, tu es fan, hein? Avoue que tu es fan de mon pronostic, Cyril. Ben, en fait, Sven Tuft, j'ai du mal à le voir gagner. C'est pas vraiment un gagnant. Je sais pas s'il a déjà gagné quelque chose dans sa carrière à Mais c'est pour 36 ans. ça, c'est la grosse cote de il a mon gagné truc. les contre-la-montre championnat du Canada. Oui, voilà. Mais c'est pour ça, Après, c'est en course en ligne, c'est pas trop son, Je crois qu'il a été champion du Canada en ligne, hein, une ou deux fois. ouais, du Canada, à l'époque, il y a quel âge? Il a 38 ans, ouais. et c'est Parce pour qu'il y a- ça. C'est Il y a c'est 10 ma ans, au grosse Canada, cote. personne faisait du vélo. C'est ma grosse cote, c'est tout. L'expérience peut jouer. Hein. C'est mon Ah, pari. mais je pense, même s'il est dans une échappée, faudrait qu'il parte en échappée tout seul. Parce que sinon, Non, et c'est pour ça, j'ai accompagné mon pronostic de Sven Tuft d'un scénario. Hop. Oui, non, mais ouais. Il attaque, les mecs se regardent, et comme il est très bon rouleur, il termine sur le plat tout seul. Mais voilà, bah après, c'est un gros pari, hein. J'ai du mal à le voir attaquer, en fait. Parce que Kudus, t'as du mal tu le vois gagner, toi. Ah, mais il a gagné à attaquer. Sven Tuft, je pense qu'il a encore moins d'accélération que Durbridge. Vous vous rendez compte qu'on est en train de faire un débat sur Tuft et Kudus. Hein, Ouais, voilà, je pense que là, je pense qu'on a à peu près tout. Mais encore une fois, là, c'est vraiment c'est des pronostics pas très réalistes, hein. C'est les pronostics baroudeurs, c'est les trucs les plus improbables, les plus random qui voilà, soient, qui existent, hein. Donc voilà. Mais voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ça va être le moment de se dire au revoir et de dire un dernier mot. Je sais que JB va encore faire une blague de merde, donc vas-y JB, Dernier mot, tu veux? vas-y. Catel. Là, pour l'instant, ça commence à plus passer. Il y a un moment donné, ça va devenir lourd. Qu'est-ce que c'est qu'une catel, Théo? Non, mais j'ai pas envie de le savoir, surtout. C'est un instrument de torture. C'est une poulie dont on se sert dans les granges pour élever les gerbes qu'on place sur le sol. Très bien, putain. Tu pourras couper au montage. 2 émissions, ils me cassent déjà les couilles, quoi. Putain. Bon, Cyril, est-ce que t'as mieux? Duo normand. Ça, c'est presque une blague qui est drôle. C'est deux mots, ça compte pas. Ouais, mais Duo normand, c'est ouais. une grande course. C'est ce que Sven Tuft a gagné. Ah ouais? Putain, quoi. Ah oui. Et voilà. Et ben moi, comme dernier mot, je vous dis, croyez en Sven Tuft. C'est un futur vainqueur d'étape. Voilà. Tout comme Menties. C'est celui, Et merde, de mon pronostic, de mes pronostics improbables, Menties, c'est celui auquel je crois le plus.
Voilà. Bon, ben, je pense il est temps de se dire au revoir pour un podcast qui aurait été relativement court. En même temps, c'était celui où on avait le moins de choses à dire, celui qui était un petit peu le fourre-tout, celui où tous les mecs. Là, Cyril. on est en train de décider. La théorie de moi, on est par terre. Cyril qui vous dit au revoir à sa manière en soufflant dans son micro. Merci Cyril. Ben voilà, sur cette désagréable sensation, on vous dit au revoir et à la prochaine. N'hésitez pas à nous suivre, il y aura des émissions qui suivront donc sur les sprinters et également sur les favoris. Ça sera le nerf de la guerre, le gros du podcast qui est à venir en 2 épisodes donc juste avant le début du Tour de France. Salut les gars, à la prochaine. Ciao.